Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent que le tourisme et la culture sont des outils extra, méga, super importants pour vendre un pays. Avant de vendre l'économie, avant de vendre quoi que ce soit, je pense qu'un des moyens que tout pays devrait mettre devant, après avoir éduqué son monde et avoir assuré la santé, avoir éliminé une part de pauvreté, ça devrait être le tourisme et la culture. Et donc, je suis super contente que Faizatou vienne nous parler de... C'est vrai, conseil technique. Wow. Alors, c'est vrai qu'il est 9h30 et derrière, tu me demandais c'est quoi le rôle de conseiller technique. J'ai déjà reçu un message de mon patron. J'ai une réunion à 11h, donc je dois partir avant pour préparer la réunion. Donc, il y a une pression, donc je vais aller très vite, mais en même temps, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Donc déjà, bonjour. J'ai de l'adrénaline ce matin, je n'ai pas dormi 3 heures de temps, plus de 3 heures de temps depuis 2 semaines, mais j'ai de l'adrénaline ce matin parce que je suis contente d'être là. Je suis contente, je n'ai pas dormi, mais je suis contente d'être là, d'être devant vous, de parler de mon cursus, de parler de ce que je fais, de parler de ma passion, hein, de ce feu ardent que j'ai en moi et qui fait que je suis là aujourd'hui. Donc déjà, qui suis-je? Faizatou Bien Moukaïla, oui, c'est un prénom, oui, je suis femme, je suis mère, je suis fille, je suis amie, je suis sœur. J'ai 33 ans, déjà je commence par là, j'ai 33 ans. Je suis du Sud-Lyon, donc vous avez une lionne devant vous, hein, une vraie lionne devant vous, et fière de l'être. Et j'ai 2 enfants, et je vais directement mettre les pieds dans les plats. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, quelle formation j'ai reçue pour être là où je suis aujourd'hui? Je vais rejoindre la précédente, Madame Bada, Marie-Lise, pour dire que tout est possible à qui veut, qui croit et qui se donne les moyens. Tout est possible. Donc, je vais déjà raconter un peu comment j'y suis arrivée. Déjà, en termes de formation, j'ai fait un bac ES, en économique et sociale en France. Et avant de faire le bac, j'ai été au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres ici, où j'ai fait la série D. Donc, une fois que je suis partie en France pour le lycée, donc j'ai fait un bac ES. Et après ce bac, je suis allée au Canada, yeah. Parce que, bien sûr, j'avais besoin de changement, je ne voulais plus rester en France. Donc, j'ai pris une année sabbatique et je voulais apprendre l'anglais. Je me suis dit que je n'avais pas envie d'aller faire un cursus en français au secondaire et au niveau universitaire. Donc, je me suis dit que bon, je vais prendre des cours d'anglais pendant 1 an. Et aussi, justement, j'ai fait mon bac ES, j'adore les sciences économiques et sociales. Mais à un moment, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? On a souvent un cursus tracé, on se dit, bon, parce que nos parents nous disent il faut être ça, donc on se dit non, on va être ça. Donc, je me suis dit, bon, pendant les 1 an où je vais apprendre l'anglais, j'aurai le temps de faire les orientations. Bon, la chance qu'on a dans le système français, qui n'existe pas ici, qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée, c'est l'orientation, le volet orientation. Si bien que quand j'ai vu je n'avais même pas décortiqué tout ce que Lauriane faisait avec Leader. Et quand j'ai vu, elle parlait des femmes, des filles qui ne savent pas où aller, des personnes qui ont des cursus et qui n'en parlent pas. Il n'y a pas de sessions d'orientation, ou il y en a peut-être, mais elles sont vraiment très minimes. Ce qui fait que beaucoup de jeunes, et j'ai été frappée par ça quand je suis rentrée pour entreprendre, beaucoup de jeunes sortent avec un bagage, ils sortent avec des diplômes, des gros diplômes, hein, quand je dis des gros diplômes, mais ils ne peuvent rien faire de pratico-pratique. Ils restent dans la théorie, en fait. Leur tête reste à l'université, mais quand il s'agit d'arriver dans le marché du travail, ils sont vraiment complètement perdus. Et je me suis dit, en fait, l'orientation, ce n'est pas la première fois que je fais ce type de talk. Dans le temps, il y a 2 ou 3 ans, j'ai commencé à intervenir dans quelques universités, surtout dans le tourisme, pour parler aux jeunes étudiants de première année, justement, pour qu'ils sachent qu'est-ce qui vous attend dans le secteur. Parce que beaucoup allaient là-bas par mode, pas effet de mode. À un moment, il y avait un cursus qui s'appelle Marketing Action Commerciale. J'en ai tellement reçu de CV Marketing Action Commerciale. Ils ne savent même pas ce que c'est. Mais ils sont juste allés parce qu'il fallait prendre le diplôme. Et je trouve ça aberrant, je trouve ça vraiment dommage de perdre aussi autant de temps, alors que s'ils avaient vraiment la bonne orientation, ils seraient vraiment dans leur corps de métier et vraiment ils en profiteraient.
Donc, je reviens à mon histoire. Donc, j'ai fait 1 an d'anglais et je me suis inscrite directement à l'université anglophone, Concordia University à Montréal. Et je me suis inscrite dans l'école de commerce qui est le John Mossol School of Business. Donc, j'ai fait mon bachelor qui correspond à la licence ici, un bachelor en commerce et option finance, finance de marché, finance d'entreprise. Parce que c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup les chiffres, j'aime beaucoup analyser. Donc, je suis sortie avec un diplôme un bachelor en analyse financière, parce que c'est les entry-level positions, les premiers postes. J'ai même fait les certifications de Bloomberg pour être trader et tout. Et finalement, je suis rentrée à Cotonou pour faire un stage. J'ai fait un stage à la SOAGA, qui est la Société ouest-africaine de gestion d'actifs. Et on faisait de l'analyse. C'était vraiment mon corps de métier. C'est très intéressant. En parallèle, j'avais commencé mon master à l'Université de Boston. Et à cette université, j'ai fait justement un master en management des services financiers et banquiers. Et c'était toujours option gestion des services financiers et un master en management et gestion des produits financiers et banquiers. Donc toujours dans les finances et autres. Donc je rentre à Cotonou finalement et je me dis, bon, avant de m'installer, je vais quand même tâter le terrain. Donc je suis allée à Ecobank, j'ai fait un stage de 6 mois à Ecobank. Je suis passée, vraiment un stage de 6 mois où j'ai déposé tous mes talons. Moi, j'adore les talons, j'ai laissé mes talons, je me suis mise en ballerine et je faisais des photocopies comme tout le monde. J'ai fait tout le cursus. Et vous savez, quand vous venez, les jeunes, on ne leur donne pas l'opportunité parce que, bon, malheureusement, il y en a qui viennent avec des intentions qui ne sont pas vraiment claires. Mais je me suis dit, bon, peu importe comment ils me traiteront, peu importe comment ils me traiteront, moi je suis là pour apprendre et je suis là pour apprendre, pour savoir comment ça se passe au Bénin et surtout dans le secteur des finances parce que c'est un secteur qui n'est pas très développé. La bourse, quand je suis arrivée, je vois ActiBourse, je tombe des nues d'abord parce que tu viens de Bloomberg, tu as les S&P 500, tu as tout qui est coté et là, il n'y a pas de bourse, tu vois ActiBourse. Et la seule bourse qui répond en fait aux critères, c'est la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est à Abidjan. Et là, à ce moment-là, il y avait à peine 10 ou 20 sociétés qui étaient cotées. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Après, je vois la bourse à côté, c'était Accra. Il fallait soit aller à Accra, au Ghana, ou soit il fallait aller en Afrique du Sud ou dans d'autres pays de l'Afrique qui étaient beaucoup plus développés déjà. Et je suis rentrée à Cotonou, je me suis dit, bon, je ne vais pas encore prendre mes bagages pour aller dans un pays inconnu. Je suis rentrée chez moi. Et l'anecdote, quand je quittais Montréal, je n'ai pas voulu travailler à Montréal parce que je me dis, si je commence à travailler à Montréal, je ne rentrerai plus. Je me rentre dans un secteur. Donc, quand j'ai commencé à faire mon conteneur, il y a tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu vas faire en Afrique? On va te tuer. Il y a les gris-gris. Je dis, mais attends, on est né là-bas. Si les gris-gris n'ont pas réussi à me tuer pendant que j'étais là-bas, ce n'est pas maintenant que je suis... Enfin, sur mes 10 cm que quelqu'un va essayer de me faire quoi que ce soit. Donc, je rentre et après, je fais le stage. J'apprends énormément. Je pose des questions. Ça dérange, mais moi, mon objectif, c'est peu importe. J'ai une phrase du Dalai Lama qui dit quand quelque chose, comment dirais-je, la seule chose qu'on peut te dire, quand tu demandes, il faut demander, la seule chose qu'on peut te dire, c'est non. Et le non n'est pas écrit sur ton front. Donc, tu ne vivras pas avec ce non-là. Donc, demande. La pire des choses qu'on peut te dire, c'est non, et ça ne peut rien te faire de toute façon. Ça ne peut rien te faire à ta personne. Donc, je demande, je creuse, j'essaie de comprendre comment ça se passe, le système financier, justement, au Bénin, des banques, le privé, le public, la BCAO. J'essaie de voir les flux, comment ça fonctionne vraiment au Bénin et dans la sous-région. Et j'ai fini ça. Avant de finir ce stage, j'avais forcément un projet que je nourrissais, mais personne ne savait. Et 2 jours avant la fin de mon stage, et là, il y a tout le monde qui voit mon agrément qui sort, mon agrément de bureau de change. Et là, on me dit, madame, donc vous êtes venue à fait comprendre le système. J'ai dit oui, je suis venue comprendre le système avant d'entreprendre. Donc, j'ai ouvert un bureau de change. Je fais des devises d'euros et de dollars. J'ai fermé il y a 1 an à cause des conflits d'intérêts avec mon poste actuel. Mais je faisais les devises, l'euro et le dollar en général. Et en finance, la première des choses qu'on nous dit, ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Je pense que c'est universel. Ce n'est même pas que les finances, c'est dans tout aspect de votre vie. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est j'ai une passion pour le voyage. Donc, je me suis dit, tiens, écoute, je vais ouvrir une agence de voyage. Je n'ouvre pas une agence de voyage parce que il y a tout le monde qui ouvre une agence de voyage. Moi, j'ouvre une agence de voyage parce que je veux faire les choses différemment, parce que je veux vendre. Et là, vraiment, vous parlez de vendre du rêve, mais c'est vraiment du rêve qu'on vend dans le tourisme. C'est vraiment du rêve qu'on vend. Et ce rêve doit être une réalité parce que quand le client se rend compte que ce que vous lui avez vendu
ce n'est pas c'est pas le contrat que vous avez signé au départ, ça peut vraiment ruiner toute une destination, Et donc là, j'ouvre l'agence de voyage, je recrute que des jeunes, je vais à l'école de tourisme, aux différentes écoles de tourisme, j'ai demandé à prendre des jeunes, et donc mon objectif c'était de faire, c'est là que j'ai vu en fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'étaient pas orientés et beaucoup qui avaient des diplômes mais qui ne savaient pas, et je me suis dit bon, c'était dur, franchement, parce que j'étais à un niveau où je me disais, bon, c'est pas le moment où je vais leur apprendre comme si j'étais la maîtresse d'école. Non, c'est pas le moment. Mais après, je me suis dit, ben non, à chaque fois que je changeais, je retrouvais le même problème. Et je me suis dit, bon, finalement, voilà les profils que j'ai ici, je fais avec. Comment je m'adapte à ces profils? Je me suis dit, bon, écoute, en tant que directrice d'agence, je vais mettre des standards, mettre des procédures. Donc, on n'était que 5. Mais j'avais des procédures plus corsées que la Maison Blanche. Parce que quand j'en parlais avec cette organisme, mais attends, vous n'êtes que 5, pourquoi tu as autant de procédures, autant de... Je dis, ben, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Peu importe la petitesse de ton entreprise, il te faut des procédures. Et c'est comme ça que les plus grandes entreprises se sont développées au fil du temps. Donc j'ai mis des procédures, j'ai standardisé. Même les messages qu'ils devaient envoyer aux clients, à la millimètre près, j'avais déjà rédigé tous les messages. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de juste mettre le prénom, le prénom du client, monsieur ou madame tel, point. Donc, j'ai compris qu'avec eux, il fallait standardiser, il fallait que je mette des procédures pour ne pas... et me concentrer sur autre chose, vraiment leur apprendre, leur permettre d'apprendre et ne pas se concentrer sur tout ce qui est basique, quoi. Voilà, tout ce qui est basique. Donc, c'est ce que j'ai fait en tant que directrice d'agence. Et... quand je suis rentrée, malheureusement, j'ai remarqué que le business model de la plupart des agences de voyage, c'était sur la billetterie. Alors que le tourisme, ce n'est pas de la billetterie. La billetterie, c'est un service, c'est le service qui permet de faire du tourisme. Et toutes les agences de voyage ouvraient pour la billetterie, parce que bon, le contexte s'y prêtait, l'État payait, beaucoup d'entreprises publiques payaient les billets chez les agences de voyage privées. Et donc, tout le monde, c'était une manne et c'était une opportunité que tout le monde avait saisie. Et donc, j'ai commencé à prospecter. J'ai ramené des collègues que j'avais rencontrés en France pour venir faire le tour du Bénin. Parce qu'étant partie, c'est vrai, moi je suis née ici, je suis partie, je suis revenue, j'ai un regard, mais j'avais besoin du regard de quelqu'un d'autre d'externe pour me dire voilà, voilà, voilà. Donc je les ai fait venir au Bénin, et ils ont fait tout le tour du Bénin pour découvrir tout ce qui se passe au Bénin. Et comme en étant directrice d'agence de voyage, bon, voilà, je me suis dit, bon, je leur fais un parcours millimétré, et donc je cache tout ce qui n'est pas bien, parce que bon, le tourisme n'était pas quand même développé. Et quand tu parles de ça, les gens se disent, mais est-ce que tu as fini de manger avant d'aller faire du tourisme? C'est ce que les gens, c'est la mentalité que les gens ont, alors que c'est faux. On peut faire du tourisme même quand on n'a pas beaucoup d'argent. Hein. On peut faire du tourisme. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Et là, je leur dis, on a fait le tour, ils ont fait le tour, après on s'assoit. Il y a des moments où on avait des circuits prédéfinis, mais à un moment ou à un autre, ils nous échappaient. Donc, j'ai compris en fait que je ne pouvais pas tout contrôler. Avec un touriste, tu ne peux rien contrôler. Ils se lèvent, et bon, beaucoup étaient en mode backpacker. Donc, on te donnait rendez-vous à 8h, mais le temps d'arriver à 8h, ils disparaissent, ils tenaient le téléphone, ils allaient découvrir eux-mêmes, et là, je me suis rendu compte, et là, ils reviennent avec des retours, mais impossibles. Et franchement, j'étais démoralisée. Je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que je suis sûre que je vais rester dans ce corps de métier-là? Parce que vraiment, on dirait que le Bénin n'est pas prêt pour ça. On dirait que la population béninoise n'est pas prête pour ça. Parce que quand je suis arrivée, mon slogan, c'était faire découvrir le Bénin aux Béninois. Moi, c'était même pas au tourisme international d'abord, mais aux Béninois d'abord, parce que le tourisme, ça commence par chez soi. On est tous des ambassadeurs, comme Mme Aïv disait, on est tous des ambassadeurs de notre destination. Au-delà de l'État, chaque Béninois doit être ambassadeur de sa destination, de la destination Bénin, de sa localité, de son village, de son quartier. Donc, on est tous des ambassadeurs de la destination Bénin. Donc, j'étais démoralisée. Bon, je me suis dit, bon, j'ai un projet, et en tant que financière, bon, vous commencez l'entreprise au bout de 2 ans. Ah, c'est vrai qu'on sait qu'il y a un payback, il y a un retour sur investissement. Avant d'avoir le retour sur investissement, on a le temps où on a minimum 3 ans avant de commencer à avoir des entrées positives. Et le temps commençait à filer. Je me disais, franchement, je pense que j'ai peut-être fait fausse route dans cette aventure. Je vais peut-être mettre les clés sous la porte et puis passer et retourner vraiment dans la finance parce que au moins là, c'est ce que j'ai appris. Bon, je vais aller gagner un salaire et puis la vie continue. Et là, je me dis, bon, on va tenter le tout pour le tout. Et là arrive M. Patrice Talon, notre cher grand président, avec sa vision pour le tourisme. Je me dis, voilà, il y a quelqu'un qui est vraiment... Voilà, enfin, on a un président qui veut faire du vision, voilà, qui est 1000% pour le tourisme. Et bon,
et là, il y a l'agence de l'innovation qui est CMS City qui lance un appel à projet. Et je me dis, ah ben tiens, bon, dernière chance, quoi, last try. On va essayer, on va essayer par là. Il y avait des projets. Donc, j'ai soumissionné pour un projet. Et quand j'ai soumissionné, bon, on était plus de presque 1000, en tout cas plus de 500 participants. Et je me disais, mon Dieu, après il n'y a que 10 lauréats, et après il n'y a que 3. Bon, est-ce que je vais y arriver? Bon, c'est pas grave, on va soumissionner. Et je soumissionne quelque chose, je me dis, bon, essaie d'aller rencontrer le ministre du Tourisme, puisque tu as soumissionné. Donc on ne sait jamais, même si à CMS City on ne retient pas ton projet, va voir le ministre du Tourisme, peut-être que tu peux les aider à développer le tourisme, on ne sait jamais. Et je demande rendez-vous. Je demande rendez-vous par des personnes qui le connaissent. Et instinctivement, il a dit, madame, oui, venez. Donc j'arrive, je lui explique mon projet. Il me dit, madame, je cherche des gens comme vous. Je dis, mais moi, je veux vous parler d'un projet. Est-ce que, voilà, money, on parle de l'argent. Moi, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est possible et tout? Il me dit, oui, mais moi, je veux travailler avec des gens comme vous. Je cherche des femmes pour travailler dans le tourisme. Je dis, monsieur le ministre, il y a de nombreuses familles. Il dit, bon, donnez-moi le numéro. Bon, là, j'étais incapable de donner le numéro. Il me dit, bon, est-ce que vous accepterez de travailler pour le Bénin, de faire le sacrifice pour la nation? Je dis, avec vos salaires, là, vraiment, moi, je vais réfléchir. Parce que... Il dit, non, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Je dis, d'accord. Après, je dis, bon, on pourrait collaborer. Il me dit, oui, on va collaborer. Après, bon, c'est un ministre. Après, bon, je fais des retours. Le lendemain, j'envoie un mail, merci de m'avoir reçu. Et j'envoie mes opportunités, j'envoie tous les projets. Après, silence radio. Je dis, bon, voilà encore... voilà encore. Bon, écoute, c'est pas grave, c'est ma dernière carte, c'est pas grave. Écoute, bon, c'est pas bien grave. On va retourner on va aller rechercher notre ancien bébé parce qu'on a plusieurs bébés. Donc il y en a un qui est un chéri d'habitude et puis il y en a qu'on délaisse. Après on revient. Je dis bon, on va revenir vers notre premier bébé. C'est pas grave, on va se rechercher. Et je me rappelle ce jour-là, je n'étais pas allée à l'agence. Et j'étais en train de défaire, j'avais fait du sport, donc j'avais défait mes cheveux. Je vois quelqu'un qui m'appelle. Félicitations. Je dis pardon. Je regarde mon téléphone, je vois des millions d'appels. On me dit oui. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? On me dit oui, vous êtes nommé conseiller du ministre du Tourisme. C'est monsieur le ministre Omeki qui m'a tendu la main. Et franchement, je ne peux que lui dire merci pour cette expérience. Je regarde et je vois un appel. Bonjour madame. Vous prenez son service demain à 11h. Un numéro, oui, avec un numéro, la personne j'ai dit d'accord. Et là, panique à bord. J'avais pas, les cheveux étaient ébouffés. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je dis, bon, écoute, on va se calmer. Et comme par hasard, la veille, ma nounou m'avait lâché. Donc là, j'ai dit, bon. Et moi, je me suis toujours dit, dans des conditions comme ça, quand on dit chez nous, dans le dialecte que je parle, le Dendi, c'est quand quelque chose va être bon, c'est comme ça que ça commence. Donc, ne te décourage pas. Donc, j'essaie de tout gérer, j'arrive, oh là là, je prends fonction, et puis bon, passation, puis 2 jours après, bon, je suis catapultée en île Maurice. On me dit, oui, vous avez représenté le Bénin là-bas, vous devez parler. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et je fais de mon mieux, tu prends 2 jours de vol, tu arrives, tu parles 1 journée, le lendemain, tu reprends. Donc, l'île Maurice, ce que je voyais en rêve, là, je me disais, oh non, je vais aller à l'île Maurice. Mais je n'ai même pas eu le temps de profiter parce que tellement il y avait du boulot à faire que le peu de temps que j'avais, c'était juste pour dormir parce que vraiment, c'était pas simple. Donc, je reviens, bon, je reprends mes esprits. Après, on vous appelle, on vous dit, bon, réunion passive, vous devrez représenter le ministre à tel événement. Et c'est comme ça a commencé. Au début, quand la vague c'est une vague, on va dire, quand la vague est arrivée, autant j'avais beaucoup d'assurance dans ce que je faisais, mais j'ai paniqué un moment. J'ai commencé à avoir un complexe, on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Voilà. Le syndrome de l'imposteur. Et là, parce que les messages de félicitations, là, c'était trop. J'ai dit, mais je ne suis pas présidente, je ne comprends pas. Pourquoi il y a autant d'engouement, donc j'ai commencé à avoir ce complexe-là. Après, je me suis dit, non, on va se reprendre en main et on va assumer ce qui nous arrive. Et pourquoi j'ai eu ce syndrome? Parce que, bon, avant, je pouvais parler n'importe comment, j'assumais ce que je disais, parce que j'étais dans le privé, bon, j'étais à mon propre compte, je n'avais pas besoin. Mais là, les rôles avaient changé. Tout ce qu'on disait, l'État devait faire ça en tant qu'agence de voyage, là, maintenant, je me retrouve dans le rôle de l'État, et je me retrouve dans les chaussures de l'État, et je ne peux plus dire la même chose.
Donc là, je dois représenter un État, je dois représenter une nation, je dois défendre les intérêts d'une nation et mon discours ne peut plus être le même. Et je ne peux plus parler comme je parlais avant. Je dois avoir la sagesse et la retenue dans tout ce que je dis. Donc il a fallu que j'apprenne cela, il a fallu que j'apprenne à roder mes discours, il a fallu que j'apprenne, que je me documente sur mon corps de métier qui est le tourisme. Et le tourisme est tellement vaste comme secteur. C'est un secteur qui est tellement vaste, qui est intimement relié avec la culture, les arts, et avec d'autres secteurs qu'on connaît. Donc, vous n'avez pas idée de l'immensité de possibilités qu'il y a dans le tourisme. Donc, je suis conseillère du ministre Omeki au début parce que c'était le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports et qui a muté en ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et j'ai été gardée par le nouveau ministre, qui est M. Jean-Michel Abimboula, que je remercie parce qu'il m'a permis de venir aujourd'hui être avec vous et qui m'a donné l'opportunité aussi de travailler avec lui. En général, quand un ministre vient, il balaye tout ce qui est là et puis il revient. Mais il a décidé de me garder parce que je pense qu'il a vu en moi quelqu'un qui est compétent. Il a vu en moi quelqu'un qui peut, qui a les larges épaules, qui peut occuper plusieurs casquettes. Et c'est ça aussi. Dans ce métier, il faut être prêt à occuper plusieurs casquettes. Tu peux être la secrétaire aujourd'hui, le lendemain, tu peux être à la place du ministre pour représenter le ministre et faire des discours au nom du ministre. Donc, tu dois être prêt, paré à tout. Tu peux être en train de courir, en train d'essayer de faire un discours. Tu peux être en train de courir, essayer de t'assurer qu'un événement est bien organisé parce que ton ministre doit intervenir. Tu dois avoir toutes les casquettes. Et moi, ce qui m'a permis de tenir toutes ces années, ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans. En avril, ça fera 3 ans que je suis conseillère au tourisme et à l'hôtellerie. C'est, comme elle a toujours dit, c'est mon mot que j'écris tous les jours, c'est persévérance. Persévérance, persévérance, persévérance. Et travail acharné. Tant que vous ne persévérez pas, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Et elle a dit aussi, Madame Bada, il faut croire. Il faut croire. Vous avez parlé de vision, Madame Tina. La vision, oui, elle est très importante parce que c'est la vision. La vision, c'est le feu ardent que vous avez en vous. C'est ce qui vous permet de vous réveiller, qui peut vous tenir en éveil jusqu'à 2 heures du matin, qui peut vous tenir en éveil presque toute la nuit. Vous êtes fatigué, mais vous savez que vous allez vous relever. Et c'est ça, cette vision-là. C'est la vision que chacun a en lui. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'est-ce que vous voulez. Il ne faut pas faire parce qu'on vous a dit de faire. Il faut faire parce que vous le croyez, parce que vous avez la conviction intime au fond de vous que vous pouvez que c'est ce que vous devez faire. Et il ne faut pas aussi essayer d'imiter les autres, parce que vous voyez tel conseiller fait ci, l'autre fait ça, ou tel ministre fait ça. Non, il ne faut pas essayer d'imiter les autres. Il faut connaître ses capacités, il faut connaître ses talents, il faut les travailler, il faut les affûter. Il faut vraiment se connaître soi-même. C'est parce que c'est grâce à la connaissance de vous-même que vous pouvez vraiment vous imposer dans le monde dans lequel vous travaillez, dans le monde du travail, dans votre cercle familial, dans la société, justement. Et c'est votre personnalité, vos valeurs, ce que vous défendez en tant que valeur, c'est ça qui transcende et qui ressort et qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Donc moi, personnellement, c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Je souhaite à tout le monde, je ne vous demande pas d'être conseiller technique comme moi. Comme je vous ai dit, chacun est unique, chacun est authentique et chacun aura le poste, voilà, à sa place exactement. Et moi, je pars du principe que nous sommes toutes des femmes, chacun a son sommet, mais en même temps, nous sommes toutes égales, mais chacun a son sommet. Et à partir de ce moment où on sait que chacun a son sommet, il n'est pas question de regarder à gauche et de dire non, moi je préfère le sommet de l'autre. Non, contente-toi de ton sommet, travaille pour vraiment y rester, parce qu'une chose est d'arriver au sommet, mais une chose est d'y rester. Vous pouvez être belle, vous pouvez être tout ce que vous voulez, intelligente, mais si votre personnalité, si vous n'avez pas une bonne personnalité, des bonnes valeurs, vous n'êtes pas de bonne moralité, vous ne prenez pas tout ce qui est travail bien fait, vous n'allez pas y rester. Vous allez peut-être faire un passage, mais vous n'allez pas y rester. Mais y rester, ça veut veut pas dire que je vais rester conseiller technique à tout moment, à vie, je veux dire. Et c'est le genre de poste où on dit que c'est des postes politiques. C'est des postes politiques. Moi, aujourd'hui, je sais qu'en partant, on peut m'appeler à n'importe quelle heure pour me dire, écoutez, madame, vous n'êtes plus conseiller. Et ça ne me gênerait pas. Parce que tous les jours, quand je quitte mon bureau, je pars, tout est rangé comme il faut. Tous mes dossiers sont rangés comme il faut, de sorte à ce que même si quelqu'un doit prendre le flambeau le lendemain, qu'il puisse le prendre, mais sans souci. Et je suis
il faut partager son expérience, il faut partager l'information aussi, il faut partager l'information. Et beaucoup de gens, j'ai remarqué, beaucoup de gens ont tendance à faire de la rétention d'informations ici. Ils ne veulent pas partager. Bon, comment tu arrives à faire ça? Ah non, 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 j'ai oublié, bon, c'est toi qui m'a... Non. Moi, déjà, j'ai beaucoup été choquée parce que quand j'envoie un mail, je mets tous ceux qui sont concernés en copie. Il y a des gens qui sont carrément venus me voir pour dire, mais non, tu sais, il faut faire les choses en secret. Je dis, mais on est dans le public, là, c'est la chose publique, c'est la chose du pays. Quel secret il faut y avoir, là? Non. Et justement, le fait de mettre les gens en copie, c'est un exemple tout simple, ça permet aux autres d'avoir l'information et de ne pas, comment dirais-je, de pouvoir prendre les bonnes décisions, même que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. On dit au Bénin que l'État a une continuité. La même chose que l'État a une continuité. Le poste auquel vous êtes aujourd'hui, ça continuera après vous. Donc, en partant, madame l'a dit, il faut laisser une bonne trace. Une bonne trace, parce que c'est vraiment important de laisser une bonne trace. Moi, je sais que, j'imagine que vous avez beaucoup de gens se disent, ah, on ne veut pas des amis, on ne veut pas des amis. On est dans une ère où les gens se disent, ah non, moi je vais évoluer, j'ai des amis bizarres, je les mets de côté. Mais aujourd'hui, avant de partir d'ici, moi, je vais vous donner 4 amis. Je suis sûre que vous allez en rajouter avant de partir. Les 4 amis que je vous donne, je vous les donne aujourd'hui, c'est Monsieur Persévérance, c'est le premier ami. Le deuxième ami, c'est Madame Discipline. Troisième ami, Monsieur Priorité. Et le 4e ami, c'est Madame Constance. Constance, aujourd'hui on fait c'est bien, demain non, c'est après-demain non. Madame Constance. Donc ces 4 amis-là, moi je vous les envoie aujourd'hui. J'aimerais que vous partiez avec ces 4 amis-là. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que 4. Je pense que vous allez en rajouter d'autres à la liste, parce qu'après les 4, il y a d'autres amis que vous pouvez avoir aussi, que vous devez normalement avoir pour évoluer. Donc voilà un peu mon parcours. En tant que conseiller technique, ce que je fais au quotidien, je pense, ce que je fais au quotidien, mes journées au quotidien, c'est traiter les dossiers. L'État a une continuité, il y a des dossiers que je ne maîtrisais pas, que j'avais trouvés en venant. Mais l'idée, ce n'est pas de dire, ah non, moi, je n'avais pas traité ça, je ne suis pas au courant. Non. Mon rôle, c'est de trouver la solution, de trouver une solution, parce qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution, il y a toujours une alternative. Donc, il faut être très flexible, il faut vite s'adapter, il faut être proactif aussi, il faut anticiper aussi sur certains dossiers, et c'est ce que je traite au jour le jour. Il y a des urgences, quand on est dans un cabinet d'un ministre, il y a des urgences tous les jours. Il peut y avoir un événement tout simplement, je parle de la Covid, aucun État n'a jamais vécu une situation pareille, et nous, dans le secteur du tourisme, on a été vraiment éprouvés. Il y a un comité qui a été créé, le comité de lutte, de riposte Covid, où il y a tous les ministères qui étaient impliqués, et ce comité était basé au ministère du Tourisme. C'était pas simple. On a dû définir les protocoles sanitaires, les protocoles dans les hôtels qui accueillaient les personnes qui venaient. C'était vraiment pas simple. On n'a pas dormi pendant des mois, mais aujourd'hui, on est content parce que quand vous entendez les retours, les gens vous disent, ah vraiment, quand vous arrivez au Bénin, il y a ça. Il y a eu des couacs au départ, mais aujourd'hui, quand vous avez les retours, vous êtes fiers parce que vous savez que vous avez contribué à ce travail-là. Vous avez contribué à élever votre pays d'une manière ou d'une autre et à gérer une situation, une crise. Une crise sans précédent, et vous y êtes arrivé, pas seul, parce que c'est un travail commun. J'ai toujours l'image de la jarre trouée, notre fameuse jarre trouée au Bénin, où on se dit que pour qu'elle garde de l'eau, il faut que toutes les mains de tout le peuple puissent venir boucher les trous de la jarre trouée afin que le pays soit sauvé. Donc c'est ça, chacun doit contribuer à son propre niveau pour le développement de notre pays. Je pense que j'ai entendu des questions sur les perspectives, enfin, les opportunités dans le secteur du tourisme. Alors, comme je l'ai dit, le secteur du tourisme est très vaste. Donc, une fois que j'ai pris, j'ai été conseiller, enfin, depuis que je suis conseiller technique, tout ce que je reprochais à l'État, je me suis rendu compte que la tâche était tellement vaste. Et avec les projets, la vision que le chef de l'État, vraiment son Excellence Patrice Talon, que je remercie, et mon ministre, le leadership des 2 ministres par lesquels je suis passée, et toutes les personnes avec qui j'ai eu à collaborer jusqu'à aujourd'hui,
notre agence de tourisme, qui est la NPT, l'agence du tourisme, qui exécute les projets phares, les gros projets phares. Donc, on a des projets sur des différents pôles touristiques. On est en train de diversifier l'offre touristique à l'intérieur sur le territoire béninois. Et il y a des projets, il y a des travaux, des grands chantiers qui sont en cours à Ouida, à Porto Novo, à Abomey. Et au jour d'aujourd'hui, on a fini la plupart des études. Parce qu'une chose, ce que j'aime beaucoup chez le président Patrice Talon, c'est que il faut faire des études de marché avant d'entreprendre. Donc, c'est ce qui a pris du temps aujourd'hui. Mais on est en 2021, enfin, on a déjà commencé certains travaux dans certaines destinations, comme Ouida, on a commencé déjà. Et il y aura des ouvrages, des grands ouvrages pour commémorer la mémoire, pour l'histoire à travers les musées. Et on a notre joyau qui est la Pendjari, hein, le parc national de la Pendjari, qui est vraiment... avec notre ONG African Parks Network, une ONG sud-africaine qui nous aide à faire la gestion, à gérer ce parc depuis 2017. Et vraiment, c'est quelque chose à voir. Hein, c'est quelque chose à voir. Et justement, ils travaillent pour diversifier l'offre dans le parc pour que on aura de toutes les sortes. On aura d'entrée de gamme à du luxe. Donc, ça sera à la portée de tout le monde. Même un étudiant qui veut aller à Pendjari n'est pas obligé d'aller prendre une chambre à 50 000 ou à 60 000. Il y aura des chambres, il y aura des campements pour des personnes, pour les différents types de bourses, pour justement que ce soit accessible à tous les Béninois. Donc, en termes de projets, on a des gros projets phares sur des pôles que je viens de citer. Et donc, forcément, il y a des opportunités. Les musées, on a les deux musées des musées qu'on est en train de construire. On a la route des Tata Somba, qu'on a mis en tourisme récemment, dans le nord du Bénin aussi. On a un projet qui vient, qui est la route des couvents vaudous, Orisha. Et pas que Orisha, des couvents vaudous sur toute l'étendue du territoire. Un peu comme un itinéraire touristique. Vous avez vu comme la route de la soie, la grande route de la soie. Nous aussi, on est en train de créer un itinéraire pour les couvents vaudous dans différentes villes du Bénin. Au-delà de ça, on a beaucoup de projets qui sont en cours, qui vont sortir. Et fondamentalement, ce qui est important aussi, c'est la formation. La formation dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, tous ces secteurs connexes. Là où c'est le bas qui blesse au Bénin aujourd'hui, la qualité de service. Et cette qualité de service passe par la formation. Et la formation... il faut qu'elle soit accessible, d'accord? Nous, en ce moment, on travaille avec les ministères des enseignements secondaires professionnels pour justement sur 3 programmes de formation. On a un programme sur la formation des guides, pour le guidage touristique, parce que les guides sont la première vitrine, hein, c'est eux qui vous racontent l'histoire, pour que de sorte à ce que quand vous prenez un guide aujourd'hui, à 8 heures, l'histoire qu'il vous raconte de Ouida soit la même que l'histoire que le guide Y vous raconte à 20 heures. On est d'accord. Donc, c'est ça, on est en train de travailler à standardiser justement le discours des guides, à leur donner des accréditations pour qu'ils soient professionnels, pour qu'ils aient un niveau, une qualité, un niveau donné, afin de pouvoir s'entretenir avec les touristes. Et le deuxième volet, c'est la formation continue. On va former les formateurs aussi, parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne suffit pas d'accuser ceux qui sont au bout de la ligne. Il faut remonter complètement à la source et se dire que les curricula de formation, les profils, les débouchés, les formations d'aujourd'hui, est-ce qu'elles sont vraiment, elles permettent aux jeunes en fin de formation de vraiment être sur le marché du travail? Est-ce qu'il y a les métiers auxquels on les forme, est-ce que ces métiers-là vraiment existent encore? Parce qu'on est dans un secteur du tourisme, un secteur qui évolue énormément, qui est très évolutif et qui bouge avec le monde, ce que la pratique d'aujourd'hui ne sera pas la pratique de demain. Aujourd'hui, on est dans le concept du slow tourisme, où voilà, on prend le temps. Vous pouvez faire du slow tourisme entre Cotonou et Ouida, par exemple, ou Cotonou et Porto Novo. Donc, vous prenez le temps, vous vous arrêtez quand vous voyez des choses. Vraiment, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et la particularité du tourisme aussi, c'est que c'est un secteur qui est très éphémère. Éphémère dans le sens où, quand vous quittez Parakou, par exemple, pour venir à Cotonou, quand vous allez à Parakou, vous quittez votre environnement habituel, vous allez à Parakou qui n'est pas votre environnement habituel, vous êtes touriste là-bas, n'est-ce pas? Mais quand vous revenez, vous n'êtes plus touriste, donc vous perdez la qualité de touriste en même temps. Et pour être touriste, l'Organisation mondiale du tourisme a défini qu'il faut passer au moins une nuitée. Une nuitée quand vous dormez dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Une nuitée, donc ça vous fait de vous un touriste. Après, ceux qui le font dans la journée, c'est les excursionnistes, on les appelle. Donc, il y a des opportunités, il y a des formations qui vont être en cours, qui vont arriver dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, qu'on appelle le secteur du THR,
que nous on appelle le secteur du THR. Donc ces formations permettront de relever le niveau et permettre de définir des niveaux des différents corps de métiers, des différents corps de métiers, et pour répondre justement à l'offre et à la demande du marché. Voilà, pour équilibrer l'offre et la demande du marché. Pour finir, nous avons signé la semaine dernière avec toujours l'Organisation mondiale du tourisme deux conventions. La première, ça va être pour la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez une petite bicoque qui vous écrit hôtel 5 étoiles, chacun s'appelle 5 étoiles. Donc, on va tout remettre à plat, tout ce qui est hébergement touristique sur le territoire béninois, on va tout remettre à plat et on va reclasser, on va créer des tests, parce que le fondement d'une industrie touristique, c'est la réglementation, c'est les tests. C'est la légitimité d'une industrie, c'est les tests qu'il comporte. Donc, on va actualiser les tests, on va créer les tests pour les secteurs qui n'avaient pas de tests, et on va mettre un système d'inspection aussi pour s'assurer que le classement qu'on est en train de faire derrière, que ça puisse être pérenne. Voilà. Et la deuxième réforme, c'est la mise en place du compte satellite du tourisme. Le compte satellite du tourisme, ça va être un outil statistique qui permettra de mesurer le poids du tourisme dans le produit intérieur brut du Bénin. Donc, c'est grâce à ça qu'on pourra faire des projections, qu'on pourra faire des projections d'investissement, qu'on pourra avoir des prospects, qu'on pourra dire, voilà, les investissements qu'on est en train de faire, voilà ce que ça nous rapportera, voilà l'impact que ça a sur le Béninois lambda, sur l'économie du Bénin. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire et, devinez, c'est moi qui m'occupe de ça, en plus de mon rôle de conseiller technique. Donc, je m'occupe de ça aussi. Et ça va commencer en décembre prochain, en janvier prochain. On a signé les conventions, donc l'opérationnalisation va commencer en janvier. Donc, en plus de mon rôle le rôle de conseiller technique vous amène à faire beaucoup de choses. Et vraiment, je remercie tous ceux qui m'ont supporté, ma famille, mes parents, j'ai ma sœur qui est là, qui est vraiment mon fan club numéro 1 et qui est dans le secteur, aussi dans le même secteur que moi, mais à divers degrés, elle est dans la gestion hôtelière. Et effectivement, elle a fait gestion hôtelière, c'est un exemple que je vous donne concret, elle a fait gestion hôtelière du début, moi je n'ai pas fait gestion hôtelière. Et pour en arriver là, voilà, j'oubliais, comme Madame Lauriane l'a fait, moi aussi j'ai fait des certificats. Ce qui est génial parce que le certificat te permet de rentrer dans un secteur. Oui, j'ai fait des certificats IATA et j'en ai fait 2. Il y a un qui est sur consultant en tourisme et voyage et un gestionnaire de l'industrie du tourisme. Donc voilà, c'est les 2 certificats que j'ai fait à IATA. Et bien, beaucoup de gens, quand ils entendent IATA au Bénin, ici, ils se disent, bon, c'est pour l'accréditation. Non, ce n'est pas pour l'accréditation. Ils offrent des formations aussi certifiantes qui vous permettent de changer, de quitter votre domaine où vous avez étudié dans un secteur qui vous intéresse. Et pour finir, c'est la passion qui vous fait tenir debout, qui vous fait veiller. Et il faut être passionné, il faut croire en vous, il faut surtout croire en vous. Il faut capitaliser sur vos échecs. Madame parlait de ça. Il y a eu des échecs, il y a eu des moments, on n'a vraiment pas le temps aujourd'hui, sinon je vous raconterai, je pense que je vous raconterai toute ma vie. Il n'y a pas que des roses qu'on voit en étant conseil technique. Il y a les contraintes, c'est que bon, on peut t'appeler à n'importe quel moment, tu dois répondre. Et you got to perform, quoi. C'est comme les chanteurs, ils ont des concerts où on leur demande de faire des lives en playback à n'importe quel moment. C'est ça, tu dois être prêt pour tout. Et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai des discours, j'ai fait des notes, des fiches avec chaque sous-secteur. Et donc, peu importe là où on me prend, je peux dire au moins quelques mots sur tel aspect, tel sous-secteur du tourisme. Donc, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance, beaucoup de constance, c'est-à-dire la régularité dans ce que vous faites. Et après tout, vous aimez croire en ce que vous faites. Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne pouvez pas y arriver. Vous ne pouvez pas y arriver. Et la dernière phrase que je vais dire, c'est que quand vous galérez, c'est qu'il y a un talent en vous que vous n'avez pas activé.
Donc, le moment de galère, là, c'est un moment qui vous permettra de savoir qu'il y a un talent que je n'ai pas activé. C'est pour ça que je galère comme ça. Donc, il faut fouiller, il faut continuer, il faut persévérer, il faut tomber, il faut se relever. Hein, il faut continuer, il faut se relever. Il ne faut pas laisser, comme on dit, ne laisser nulle place sous la main, ne pas se repasser. Le laboureur et ses enfants qu'on a appris depuis le primaire. Vraiment, continuez, persévérez, ne lâchez pas, avancez et faites en sorte que votre passage sur cette terre soit utile. Hein? Quand vous n'avez pas envie de vous réveiller, là, à des moments, on n'a pas envie de se réveiller, on se dit, oh non, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Mais dites-vous que si demain, vous n'êtes plus là, que le passage que vous avez sur cette terre, là, que ce soit un passage utile, que ça impacte dans le sens où ce que vous avez fait est positif, vos valeurs que vous dégagez sont positives, et ça inspire les autres à évoluer, pas copier-coller. Justement, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut faire de la paraphrase. La paraphrase, c'est-à-dire, vous prenez ce qui est de bon, hein, ce qui est dit. Vous pouvez imiter, mais pas faire du copier-coller. Prenez ce qui est bon pour vous, dans telle ou telle personne, des personnalités, si des personnes qui vous inspirent, mais prenez ça et adaptez-le, personnalisez-le à votre personnalité, je vais dire. Personnalisez-le et juste pour être vous. Et voilà, et je pense que ce sont les clés de la réussite. Non seulement pas que dans le secteur du tourisme, dans tous les secteurs de votre vie personnelle, professionnelle. Et le développement personnel, je vous dis, c'est une clé. Actuellement, moi, je prends une formation de développement personnel parce qu'il arrive à des moments de votre vie où vous vous dites, est-ce que vraiment je suis dans le bon chemin? Et vous grandissez aussi, on devient mature, il y a des expériences qui nous ont forgé un caractère ou un autre. Donc, à un moment, il faut s'asseoir et avoir un tableau de vision. Être sûr que la vision, justement, que vous êtes fixée, est-ce que c'est la bonne vision? Ou avec les expériences que vous avez reçues, est-ce que vous vous rendez compte peut-être que c'est pas, vous faites fausse route et c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, donc pour recadrer. Donc, il faut toujours avoir ce tableau de vision avec vous et il faut s'asseoir à chaque fois, à un moment, et il faut analyser et prendre les bonnes décisions et avancer au quotidien. Et je pense qu'avec ces clés, vous êtes tous des entrepreneurs ici, vous êtes tous des chefs d'entreprise, vous êtes à des postes de responsabilité. Il y en a qui ne sont pas encore, mais qui vont y arriver. Mais l'important, c'est le partage d'expériences que vous tirez, que ce que moi, aujourd'hui, je vous ai exposé, que vous puissiez tirer quelque chose, que vous repartez chez vous avec quelque chose de positif. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais moi, je dis, le tourisme, c'est le présent, c'est le futur. Et je dis le tourisme, c'est le présent, c'est le futur, et grâce à l'innovation. Parce que l'innovation n'est pas que technologique. L'innovation, c'est dans la manière de faire le tourisme. C'est surtout dans notre secteur. On n'est pas forcément obligé d'aller à Bora Bora pour dire qu'on est en train de faire du tourisme. On peut faire du tourisme chez soi. On peut aller juste découvrir des écofermes. On a à Vlore, on a comment dirais-je, la maison de Jacquesville, par exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de nous, dans notre sillon, dans les 30 km autour de Cotonou, sans forcément beaucoup dépenser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour dire qu'on a lancé un concours qui s'appelle Révèle mon patrimoine. Et je pense que jusqu'à fin décembre, je vais peut-être envoyer les affiches à Madame Aévi, comme ça elle pourra le mettre aussi sur les réseaux. Donc c'est pour que chacun puisse dire voilà de quoi es-tu fier dans ta localité et que tu envoies des photos. Et il y a des prix à gagner. Hein. Donc c'est des petites initiatives comme ça qu'on fait avec notre agence de tourisme, l'agence de promotion qui est la NPT et qui permettront à chaque bénévole de prendre conscience aussi de ce que c'est que le tourisme. Parce que c'est vrai que tout le monde dit tourisme, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est et tout le monde n'a pas la mentalité de dire bon je vais aller faire le tourisme. Ils sont bloqués parce qu'ils se disent qu'il faut beaucoup d'argent pour faire le tourisme alors qu'il ne faut pas forcément. Il faut sortir, ben oui, il faut sortir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire autour de nous. Il y a tellement de choses à voir. À Porto Novo, il y a la rivière Noire d'Adjara. Beaucoup de gens ils regardent. C'est sur France 2 qu'ils ont connu la rivière Noire d'Adjara parce qu'il y a des Français qui sont venus faire le tour de la rivière Noire d'Adjara. Pourtant, moi, je me rappelle en tant que directrice d'agence, j'avais fait un produit sur la rivière Noire d'Adjara qui coûtait à peine 15 000 francs. Waouh! Il n'y avait que des waouh, mais il n'y avait pas beaucoup de gens pour y aller. Et ça ne coûte pas grand-chose, même pas forcément passer par une agence. Il y a des guides qui sont sur le site avec qui vous pouvez collaborer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire autour qu'on peut voir. Donc, c'est une question de mentalité. Il faut le vouloir, il faut vouloir aller voir loin. Voilà. C'est ça. Et vous avez vu notre premier ambassadeur de la destination, M. Patrice Talon. Vous avez vu ça tourner? Oh, c'est magnifique. Vous avez vu? Vous allez aller seulement sur le site Gouv Bénémon. Il y a tellement de choses que j'ai découvertes sur certaines villes que je ne connaissais même pas.
Et c'était un plaisir pour moi. J'étais pressée d'avoir. Je me dis, bon, il est arrivé à quelle destination là, je vais voir. Et c'est tellement beau. On apprend, ça permet d'apprendre. Il a fait du tourisme local, là, interne. Donc, il a montré l'exemple, en fait. Donc, à chacun de montrer l'exemple et d'y aller. Pas que dire waouh, pas que faire des likes, mais vraiment transformer les likes en action. Voilà. C'est ce qui est attendu. C'est ce que moi j'attends de chacun de vous ici.